Mon fils a levé sa coupe devant 200 personnes et a déclaré qu'il avait toujours détesté porter mon nom. La salle a explosé de rire pendant que je comptais chaque syllabe de cette humiliation. Le pire n'était pas l'affront public, c'était de découvrir à quel point ils avaient apprécié le spectacle. Je m'appelle Charles Dubois. J'ai 65 ans et je suis ébéniste depuis mes 18 ans. Un homme qui mesure le monde avec le même mètre qu'il utilise pour le bois, qui fait confiance à l'équerre et à la droiture d'une conscience qui ne plie pas. Quand mon fils Antoine Dubois a levé sa coupe dans le grand salon de l'hôtel de Bristol et a dit avec un sourire « J'ai toujours détesté porter ce nom de famille. J'en avais honte à la faculté. Aujourd'hui, en me mariant, j'ai enfin l'impression de pouvoir le laisser derrière moi. Je n'ai pas perdu mon sang-froid. La cérémonie avait eu lieu à 17h à l'église Saint-Sulpice. Je tenais dans ma poche la carte mortuaire de Marie Dubois, mon épouse, mère d'Antoine, décédée en mars 2023. J'ai pensé à elle quand le maître de cérémonie a passé le micro à mon fils. Marie aurait pressenti le naufrage qui allait suivre. Antoine a parlé d'amour, de la chance d'avoir rencontré Julie Moreau. Puis il a lancé sa phrase comme un poignard. J'ai toujours détesté porter ce nom. Il pèse chaque fois que je le signe. J'ai entendu les rires de ses collègues parisiens, reconnaissables dans leurs costumes brillants. J'ai vu les doigts de Julie serrer son bouquet. Elle n'a pas ri, mais elle n'est pas intervenue non plus. Les parents de Marie se sont retournés, confus. Je ne me suis pas levé. J'ai simplement posé le bout de mes doigts sur la nappe et pris note du silence de ceux qui savaient qui avait payé chaque cahier d'Antoine, chaque ticket de métro, chaque paire de chaussures. Mon métier m'a appris que l'impulsion est mauvaise conseillère et que les poutres non traitées avec patience finissent par céder. Mon voisin d'atelier, M. Bertrand, a serré mon épaule en passant. Un geste qui disait « Je suis là », sans mots. Je me suis souvenu du carnet où je note chaque commande. Là, sur une page d'avril, Antoine a appelé. Son entreprise demande d'où vient ce nom. J'ai changé de sujet. J'avais déjà vu la fissure. Quand le toast s'est terminé, un cousin s'est approché. « Ne le prends pas mal, mon oncle, c'est juste une plaisanterie de jeune. » J'ai répondu avec une phrase que mon père répétait « Une blague qui blesse n'est qu'une vérité lâche. » J'ai cherché Antoine des yeux. Il était entouré d'amis, indifférents à moi, comme si j'étais simplement un invité de plus sans nom. À 22h30, je suis sorti sur la terrasse. Paris sentait les fleurs du printemps. J'ai sorti la carte mortuaire de Marie et j'ai murmuré « Tu as entendu, n'est-ce pas? Notre nom lui pèse. » Je ne demandais pas de réconfort. Je m'offrais un but. Protéger ce que nous sommes. Quelqu'un m'a demandé de dire quelques mots. J'ai dit très peu « Félicitations, mes enfants. Que la vie vous apprenne à honorer qui vous êtes. » Il y a eu un murmure inconfortable. À minuit, je suis rentré seul à pied, portant les cadeaux d'invités. La ville silencieuse m'a laissé entendre mes pas et le murmure de mes pensées, non de vengeance, mais de soin. Chez moi, j'ai ouvert le carnet à couverture verte et j'ai écrit la date. J'ai laissé 3 lignes vides, parce que certaines blessures ont besoin d'air. Puis j'ai écrit « Notez chaque geste à partir d'aujourd'hui, ne pas expliquer, ne pas justifier, attendre. » J'ai placé la carte de Marie comme marque-page et je suis descendu à l'atelier. L'odeur du bois me ramène à moi-même. Pendant que j'aiguisais mon ciseau à bois, j'ai repassé des scènes passées avec Antoine. Le jour où j'ai acheté un costume pour son premier entretien. La soirée où il m'a demandé de ne pas venir à un dîner avec des cadres. La fois où il a corrigé ma prononciation devant ses amis. Je me suis aussi souvenu de sa générosité quand il était enfant, quand il partageait ses sandwichs à l'école. Rien ne disparaît complètement chez un fils. Cela change simplement de place. À 1h15, j'ai fermé l'atelier. J'ai ouvert une boîte où je garde des documents. Parmi les photographies, il y avait une lettre de mon père, datée de 1979. Charles, la fierté qui pèse est celle qui regarde les autres de haut. La fierté qui maintient ton dos droit ne pèse jamais rien. La vie, comme le bois, rend le traitement que tu lui donnes. Les jours suivants sont passés dans un calme étrange. Antoine n'a pas appelé le dimanche, ni le lundi. Le silence confirmait ce que je soupçonnais. Il considérait l'épisode clos, une mauvaise blague que le temps effacerait. Je connaissais cette stratégie depuis son adolescence. Pendant des années, cela a fonctionné parce que Marie intercédait.
Maintenant, sans elle pour médiatiser, le vide était évident. Le mardi, pendant que je vernissais une table, mon voisin, Monsieur Laurent, un facteur retraité, m'a montré son portable avec une expression gênée. Une photo d'Antoine et Julie trinquant sur Instagram. Un commentaire signé par Maxime Legrand disait « Enfin libéré du nom d'ébéniste. Maintenant, ça sonne important. Merci de m'avoir prévenu, Monsieur Laurent. C'est bon de savoir certaines choses. » Ce soir-là, j'ai ouvert mon profil sur les réseaux sociaux, abandonné depuis la mort de Marie. La dernière photo datait de février, elle souriait dans la cuisine. J'ai navigué jusqu'au profil d'Antoine avec une curiosité froide. Sa bio avait changé, où il était écrit « Antoine Dubois, consultant financier ». On lisait maintenant « Antoine Desmoreau, analyste senior ». La transformation était subtile, mais délibérée. Il avait relégué mon nom à une initiale et promu celui de sa belle famille au rang principal. Dans les publications de la lune de miel à Santorin, il était identifié comme Antoine Moreau, sans trace du nom qu'il trouvait gênant. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti la tristesse d'un artisan qui voit quelqu'un mépriser une pièce dans laquelle il a investi des décennies de travail. Je me suis souvenu des hivers quand Antoine, à 8 ou 9 ans, s'asseyait près de l'établi et demandait pourquoi le bois avait des veines différentes. Chaque arbre pousse selon les tempêtes qu'il affronte. Les marques ne sont pas des défauts, c'est l'histoire de sa survie. Maintenant, 25 ans plus tard, il avait honte des veines qui avaient façonné son caractère. Le mercredi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Julie, la voix tendue. « Charles, j'ai besoin de vous parler. C'est important. » Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille du centre. Ce qu'elle m'a raconté a confirmé mes pires craintes. Antoine avait intensifié son obsession d'effacer les traces de son origine familiale, inventant de fausses histoires sur le passé. Il dit que son père était ingénieur industriel à la retraite, qu'il a grandi dans un quartier résidentiel de Lyon, qu'il a étudié dans des écoles privées, a révélé Julie, mal à l'aise. Je lui ai demandé plusieurs fois d'arrêter ses mensonges, mais il dit que ce sont des ajustements narratifs nécessaires pour le networking professionnel. Mon fils avait transformé le déni de mon existence en stratégie de marketing personnel. La semaine dernière, lors d'un dîner avec des cadres, l'un d'eux connaissait bien Lyon et a commencé à poser des questions détaillées. Antoine est devenu nerveux et a inventé des réponses qui ne collaient pas. Pendant plus d'une heure, Julie a confessé qu'elle se sentait coincée entre la loyauté envers son mari et son malaise. Je ne l'ai pas épousé pour son origine familiale, mais pour qui il était quand je l'ai rencontré. Maintenant, il semble être une autre personne, obsédé par impressionner des gens qui ne valent peut-être pas l'effort. Un nom de famille n'est pas qu'une étiquette, c'est une responsabilité. S'il le considère comme un fardeau, peut-être est-il temps qu'il apprenne à vivre sans cela. Julie m'a regardé avec inquiétude. Que voulez-vous dire ? J'ai raconté l'histoire d'un client qui m'avait commandé la restauration d'une table du XVIIIe siècle. J'ai travaillé 3 mois. Quand je l'ai livrée, elle brillait comme neuve. 2 semaines plus tard, il l'a vendue parce qu'elle ne correspondait pas à sa nouvelle décoration. Et qu'avez-vous fait ? J'ai appris à être plus sélectif sur ceux à qui je donne mon travail. Ce soir-là, j'ai pris une enveloppe arrivée par la poste 2 jours auparavant. Elle venait de Grenoble, d'un cabinet d'avocats. Le jeudi, j'ai décidé de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une lettre formelle du cabinet Mercier & Associés. Le contenu m'a laissé immobile. Selon le document, j'étais l'unique héritier légitime de M. Arthur Dubois, décédé le 3 mai 2024, sans descendant direct. L'héritage comprenait des biens immobiliers, des investissements et des participations commerciales évaluées à environ 8 millions d'euros. J'ai relu la lettre 3 fois. Arthur Dubois était le frère aîné de mon grand-père paternel, qui avait émigré à Grenoble dans les années 1950 pour travailler dans le bâtiment. Il avait fondé une entreprise immobilière qui avait prospéré pendant le boom touristique des Alpes et était mort célibataire. L'ironie était si parfaite qu'elle en était cruelle. Au moment précis où mon fils reniait publiquement notre nom de famille, le destin révélait que ce nom portait une fortune qu'il n'avait jamais soupçonnée. J'ai rangé la lettre dans le tiroir et je suis retourné au travail. Pendant que je rabotais les portes, j'ai réfléchi aux implications.
Ce n'était pas seulement l'argent, mais la confirmation que notre nom avait des racines profondes. Arthur avait construit un empire commercial, créé des emplois, contribué aux Alpes. Son héritage prouvait que les Dubois pouvaient réussir autant que n'importe quelle famille. J'ai appelé le cabinet et j'ai pris rendez-vous avec maître Henri Mercier. Je n'allais pas me précipiter. Les grandes décisions nécessitent du temps pour mûrir. Ce qui était clair, c'est que cette révélation changeait complètement la perspective de ma relation avec Antoine. Il avait rejeté un nom de famille en croyant qu'il le ralentissait. La réalité montrerait qu'il avait méprisé un héritage qui aurait transformé sa vie. L'appel est arrivé un jour de mars, à 11 heures. C'était Antoine, la voix vulnérable. « Papa, j'ai besoin d'un prêt. 25 000 euros. Julie et moi traversons des difficultés financières. Je rembourserai en 6 mois, avec intérêt. J'ai posé mon pinceau. Pourquoi venir me voir? D'après ce que je comprends, tu préfères garder tes distances avec tes origines familiales. Tu ne voudrais pas que demander de l'aide à ton père, l'ébéniste, compromette ton image professionnelle. » Long silence. « Papa, je sais que j'ai dit des choses inappropriées au mariage. J'étais nerveux. Ce n'était pas mon intention de t'offenser. » Antoine, les mots ont des conséquences. Ils ne peuvent pas être effacés avec des excuses de convenance quand un besoin financier surgit. Un homme qui a honte de son nom doit construire son avenir sans dépendre de celui qui porte ce nom. Mais tu es mon père. Les familles s'entraident. Si ton succès professionnel nécessite de nier mon existence, tu ne peux pas attendre mon aide quand ce succès vacille. La conversation a continué pendant 15 minutes. Antoine alternait entre les supplications et les tentatives de négociation. J'ai maintenu ma position. Finalement, indigné. Après tout ce que j'ai fait quand maman était malade. Ta mère t'aurait aidé sans hésiter, mais elle n'aurait pas toléré que tu renies son nom en public. Marie a porté ce nom avec fierté jusqu'à sa mort. Une semaine plus tard, Antoine a commencé à publier du contenu différent sur les réseaux. Des photos de l'ancien quartier, une photo de Marie, des messages calculés de reconnexion. Monsieur Bertrand a mentionné qu'il avait reçu un appel de Paris demandant des nouvelles de ma santé. Antoine explorait des moyens alternatifs de rapprochement sans s'engager directement. Julie m'a appelé quelques semaines plus tard. Il est obsédé par la fondation Marie Dubois. Avez-vous envisagé de lui dire la vérité sur votre situation financière? J'ai expliqué que j'avais reçu un petit héritage, mais que je restais discret. Si Antoine savait que j'ai des ressources, le rapprochement serait motivé par l'intérêt matériel, pas par une reconnaissance sincère de ses erreurs. Dites-lui que je suis prêt à reconstruire notre relation quand il prouvera qu'il valorise vraiment le nom Dubois, pas seulement quand il a besoin de l'aide d'un Dubois. Ce soir-là, j'ai pris une décision que je repoussais. J'ai contacté Maître Patricia Lemoine pour organiser un événement public de la Fondation. Je veux quelque chose de mémorable qui démontre l'impact social et attire les médias régionaux et nationaux. Patricia a suggéré un gala de bienfaisance à l'Opéra Garnier. La date a été fixée au dernier samedi d'avril. J'y assisterai en gardant l'anonymat, mais prêt à révéler mon identité au moment culminant. C'était le cadre parfait pour montrer à Antoine que le nom Dubois avait généré reconnaissance sociale et respect public. Le jeudi précédant le gala, Antoine a appelé, la voix humble. « Papa, j'aimerais venir à Lyon ce week-end. Je veux m'excuser correctement. Essayer de réparer ce qui est brisé entre nous. » Ça me semble bien, mais les conversations sérieuses nécessitent une honnêteté complète. Il a accepté sans hésiter. Samedi serait un jour mémorable pour nous deux. Antoine est arrivé vendredi après-midi, les épaules courbées, sans la confiance arrogante d'avant. « Papa, je veux m'excuser. Je me suis comporté comme un lâche et un fils ingrat. » J'ai écouté la confession complète. Il a parlé de la pression sociale, de l'insécurité, de la honte de ses origines. « Et les mensonges après ?» ai-je demandé. « Julie m'a dit que tu inventais des histoires sur ton origine familiale. » J'ai confirmé que je savais tout, y compris le changement systématique de nom. Ce comportement me blesse plus que le toast. Mentir systématiquement sur son identité familiale est une trahison soutenue. Tu as raison, c'est pathétique. Que comptes-tu faire maintenant? Je veux récupérer le nom Dubois sur tous mes profils, corriger les mensonges, prouver publiquement que je suis fier d'être ton fils. J'en suis heureux, parce que demain tu auras l'occasion parfaite de le prouver. J'ai expliqué le gala de la Fondation Marie Dubois à l'Opéra Garnier.
J'aimerais que tu m'accompagnes. Ce sera l'occasion de voir comment on peut générer du respect social sans renier ses origines. Il s'est enthousiasmé. J'adorerais. Il y a une condition. Je veux que tu utilises ton nom complet, Antoine Dubois-Moreau, sans te cacher. Il a accepté immédiatement. Pendant le dîner, lentilles au lardon, recette de Marie, la conversation a coulé naturellement. L'ambition m'a aveuglé, a admis Antoine. J'ai découvert que le succès sans racines authentiques est vide. Après le dîner, nous avons sorti les albums photos. Une photo de la remise de diplôme a attiré son attention. Vous étiez tous les deux plus fiers de ma réussite que je ne l'étais moi-même. C'est ça, l'amour inconditionnel. Mais quand les enfants nous rejettent pour impressionner des étrangers, la douleur est proportionnelle à l'amour investi. Je comprends maintenant. Ce n'était pas juste le prêt. C'était l'hypocrisie de te rejeter en public et de me tourner vers toi en privé. Le samedi, avant de sortir, j'ai pris l'enveloppe préparée. Documents de l'héritage, photos des propriétés, relevés financiers. Le moment de vérité était arrivé. L'Opéra Garnier brillait sous les projecteurs quand nous sommes arrivés à 20h. Tapis rouge, photographe, façade illuminée. Antoine observait, fasciné. Le donateur anonyme a dû investir une fortune considérable. L'hôtesse nous a conduits à notre table VIP au premier rang. Antoine s'est présenté à tous comme Antoine Dubois-Moreau, comportement impeccable. À 21h, le maire a ouvert la cérémonie. Maître Patricia Lemoine a présenté le bilan. 53 bourses, 26 prêts sans intérêt, plus de 200 familles aidées. Tout cela grâce à une personne qui préfère rester anonyme, a expliqué Patricia. Mais ce soir, il accepte de révéler son identité. Mesdames et messieurs, Monsieur Charles Dubois. Le silence fut absolu. Le visage d'Antoine devint pâle. J'ai pris le micro, les mains tremblantes, mais la voix ferme. Bonsoir. Il y a 1 an, j'ai perdu Marie Dubois. Puis j'ai reçu l'héritage de mon grand-oncle Arthur Dubois, entrepreneur alpin. 8 millions d'euros. Un murmure de surprise a parcouru le théâtre. J'ai décidé d'aider des familles comme la mienne, des travailleurs manuels qui construisent cette ville. Mon regard s'est posé sur Antoine. Le nom Dubois a été source de fierté pour ma famille depuis des générations. Arthur a travaillé comme maçon, économisé, investi, bâti un empire. Il n'a jamais eu honte de ses origines modestes. La révélation finale? Malheureusement, tous les membres de ma famille n'ont pas valorisé ce nom. Il y a 10 mois, j'ai entendu mon fils déclarer publiquement qu'il détestait s'appeler Dubois, qu'il avait honte de notre origine. Antoine avait enfoui son visage dans ses mains. Ce soir-là, j'ai décidé que celui qui rejette un nom ne mérite pas d'en bénéficier. C'est pourquoi j'ai créé cette fondation, pour démontrer que le nom Dubois peut générer reconnaissance sociale et respect public, pour enseigner que la valeur d'un nom se mesure à l'intégrité de ceux qui le portent. J'ai conclu, un nom de famille est une responsabilité, pas un fardeau. Si quelqu'un le considère comme un poids mort, il doit être prêt à vivre sans les bénéfices qu'il a générés. Les applaudissements furent longs. Je n'ai observé qu'Antoine, qui levait enfin les yeux, les larmes coulant. Quand je suis descendu, il m'a serré dans ses bras avec force. « Papa, pardonne-moi, j'ai été un idiot complet. » La leçon était complète. 1 an et demi après ce gala, j'écris depuis mon appartement lyonnais. La Fondation Marie Dubois est devenue une institution reconnue nationalement, avec plus de 400 familles bénéficiaires. Antoine est revenu à Lyon 6 mois après, acceptant une réduction de salaire de 30%. Je préfère gagner moins en étant authentique qu'en jouant un personnage faux. Il a insisté pour travailler les week-ends à l'atelier. Je veux comprendre ce que signifie le travail manuel. Maintenant, je vois qu'il requiert une habileté que je ne possède pas. Julie a trouvé un emploi dans une fondation culturelle locale. Durant l'automne 2025, j'ai incorporé Antoine graduellement à la gestion de l'héritage, reconnaissance de sa transformation authentique. « Papa, vas-tu réussir à me pardonner complètement ?» a-t-il demandé un après-midi. Antoine, le pardon permet aux blessures de cicatriser correctement. Ce qui importe, c'est construire un avenir où ces erreurs ont servi un but positif. Au printemps, Antoine a fait un discours public.
j'ai appris que le vrai succès signifie honorer d'où vous venez tout en construisant vers où vous allez. En été, ils ont annoncé attendre leur premier enfant. Ils ont décidé de le nommer Arthur, en hommage au grand-oncle dont l'héritage avait transformé nos vies. L'atelier continue de fonctionner comme passion personnelle. Antoine a exprimé son intérêt à apprendre le métier sérieusement. Je veux que mon fils sache que son grand-père créait de la beauté avec ses mains, en plus de gérer des millions d'euros. L'héritage d'Arthur continue de croître grâce à des investissements prudents. Une partie substantielle continue de financer la fondation, mais j'ai commencé à diversifier l'impact social en créant un fonds de bourses universitaires spécifiquement destiné aux enfants d'ébénistes, de plombiers, d'électriciens et d'autres métiers manuels. Durant les après-midi tranquilles, je visite la tombe de Marie au cimetière du Père-Lachaise. Je lui raconte les nouvelles de la famille, je décris l'évolution d'Antoine. Notre fils a appris sa leçon. Cela a pris plus de temps que nous l'aurions souhaité, mais il a finalement compris ce que nous avons essayé de lui enseigner. Le petit Arthur grandira en entendant des histoires sur son arrière-grand-oncle Arthur, qui a émigré les poches vides et a construit un empire, sur sa grand-mère Marie, qui a maintenu la famille unie avec un amour inconditionnel, sur son grand-père Charles, qui a transformé un héritage inattendu en espoir social, et sur son père Antoine, qui a commis des erreurs graves, mais a eu le courage de les reconnaître et de les corriger. Cette histoire a commencé par une humiliation publique et s'est terminée par une réconciliation privée. Mais sa vraie valeur réside dans les leçons entre ces deux points. J'ai appris que l'amour paternel le plus profond n'est pas toujours le plus permissif, que certaines leçons nécessitent du temps et de la distance pour être efficaces, qu'une éducation patiente peut générer des transformations plus durables que des confrontations immédiates. Antoine a appris qu'échapper à ses origines familiales est impossible et contre-productif, que l'authenticité personnelle est plus précieuse que l'approbation sociale artificielle, que les noms de famille chargés d'histoire sont des privilèges à honorer, pas des fardeaux à abandonner. Quand je tiens le carnet à couverture verte où j'ai documenté chaque étape de cette crise, je ressens une satisfaction profonde d'avoir maintenu la fermeté nécessaire sans perdre la compassion essentielle. Le nom Dubois continuera pour les générations futures, porté par des descendants qui connaîtront son histoire complète, les gloires et les hontes, les triomphes et les erreurs, les héritages reçus et les responsabilités assumées. Marie serait fière de ce dénouement. Arthur approuverait l'usage que nous avons fait de sa fortune. Nous, les Dubois, avons finalement appris à honorer notre nom. 1 an et demi après ce gala mémorable, j'écris depuis la terrasse de mon nouvel appartement dans le centre de Lyon. La Fondation Marie Dubois est devenue une institution reconnue nationalement, avec des antennes dans 3 régions et plus de 400 familles bénéficiaires. Antoine est revenu à Lyon définitivement 6 mois après la révélation. L'entreprise parisienne a accepté de le transférer avec une réduction de salaire de 30%. Je préfère gagner moins d'argent en étant authentique que maintenir un salaire élevé en interprétant un personnage faux. Notre réunion familiale a commencé graduellement. Antoine a insisté pour travailler les week-ends à l'atelier, apprenant les techniques d'ébénisterie. Je veux comprendre ce que signifie le travail manuel. Pendant des années, j'ai pensé qu'il était inférieur. Maintenant, je vois qu'il requiert une habileté, une patience et une précision que je ne possède pas. Julie s'est adaptée avec enthousiasme. Le retour à Lyon lui a rendu la paix qu'elle avait perdue à Paris. Elle a trouvé un emploi dans une fondation culturelle, un travail qui lui a apporté plus de satisfaction personnelle. Durant l'automne 2025, après avoir observé la transformation authentique d'Antoine, j'ai décidé de l'incorporer graduellement à la gestion de l'héritage, non comme un cadeau immérité, mais comme reconnaissance de sa croissance personnelle. Il a commencé comme bénévole à la fondation, connaissant les cas individuels, participant aux évaluations. Son expertise financière s'est avérée précieuse pour optimiser les investissements. « Papa, vas-tu réussir à me pardonner complètement ou y aura-t-il toujours une cicatrice entre nous ?» a-t-il demandé un après-midi. Antoine, le pardon n'efface pas les blessures, mais il permet qu'elles cicatrisent correctement. Ce qui importe, c'est de construire un avenir où ces erreurs ont servi un but positif. Au printemps, quand la Fondation a célébré son 2e anniversaire, Antoine a fait un discours public. « Il y a 2 ans,
j'ai cru que le succès signifiait échapper à ses origines. J'ai appris que le vrai succès signifie honorer d'où vous venez tout en construisant vers où vous allez. En été, Antoine et Julie ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant. Ils ont décidé de le nommer Arthur, en hommage au grand-oncle dont l'héritage avait transformé nos vies. L'atelier continue de fonctionner, plus comme passion personnelle. Antoine a exprimé son intérêt à apprendre le métier sérieusement. Je veux que mon fils sache que son grand-père était capable de créer de la beauté avec ses mains, en plus de gérer des millions d'euros. L'héritage d'Arthur continue de croître. Une partie substantielle finance la fondation, mais j'ai commencé à diversifier en créant un fonds de bourse spécifiquement destiné aux enfants d'ébénistes, de plombiers et d'électriciens. Durant les après-midi tranquilles, je visite la tombe de Marie au cimetière du Père-Lachaise. Notre fils a appris sa leçon. Cela a pris du temps, mais il a finalement compris ce que nous avons essayé de lui enseigner. Le petit Arthur grandira en entendant des histoires sur son arrière-grand-oncle qui a construit un empire, sur sa grand-mère Marie qui a maintenu la famille unie, sur son grand-père Charles qui a transformé un héritage en espoir social, et sur son père Antoine qui a eu le courage de reconnaître et corriger ses erreurs. Cette histoire a commencé par une humiliation publique et s'est terminée par une réconciliation privée. J'ai appris que l'amour paternel le plus profond n'est pas toujours le plus permissif, que certaines leçons nécessitent du temps et de la distance, qu'une éducation patiente génère des transformations plus durables que des confrontations immédiates. Antoine a appris qu'échapper à ses origines est impossible et contre-productif, que l'authenticité personnelle est plus précieuse que l'approbation sociale artificielle, que les noms de famille chargés d'histoire sont des privilèges à honorer, pas des fardeaux à abandonner. Quand je tiens le carnet à couverture verte où j'ai documenté chaque étape de cette crise, je ressens une satisfaction profonde. Les pages racontent l'histoire d'un père qui a choisi d'enseigner plutôt que de punir, qui a utilisé des ressources inattendues pour créer des leçons mémorables, qui a transformé un héritage matériel en éducation sentimentale. Le nom Dubois continuera pour les générations futures, porté par des descendants qui connaîtront son histoire complète, les gloires et les hontes, les triomphes et les erreurs. Marie serait fière de ce dénouement. Arthur approuverait l'usage que nous avons fait de sa fortune. Nous, les Dubois, avons finalement appris à honorer notre nom.